La prophétie, livre 3, l'esprit léopard. Un livre autobiographique de Declan Rigne. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Certaines scènes érotiques explicites se trouvent dans cette œuvre. L'écoute en est donc réservée à un public averti. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 12. L'offrande. Loin vers l'est, au bout de la piste, émerge la pâle lueur de l'aube. Nous passons la station 6, l'une des 10 stations de pompage qui alimentent les pivots d'irrigation. Le village où vit Soulengar, notre pisteur, est construit sur une petite colline qui domine le fleuve. Contrairement au Toubabou, les Africains évitent de construire leurs maisons, les pieds dans l'eau. J'arrête le patrol à l'endroit convenu et laisse le moteur tourner. Soulengar est en retard, mais je ne m'en formalise pas. Les Africains ont un rapport au temps différent du nôtre. C'est Nathalie qui l'aperçoit la première. Elle me prend le bras pour attirer mon attention et me désigne le grand flamboyant au bord de la piste. Dans la lueur jaune des phares, une silhouette se détache du tronc avec lequel elle se confondait. Soulengar n'est pas en retard, c'est même lui qui nous attendait. Il s'avance encore de quelques pas et entre en pleine lumière. L'expression de surprise de Nathalie est à la mesure de l'aspect surréaliste de l'apparition qui se tient devant le capot du véhicule. L'homme, à moins que ce ne soit quelque esprit errant de la brousse, est coiffé d'une sorte de chapeau conique, de paille tressée, de la coiffe duquel pendent le long de ses joues des queues touffues de petits mammifères. Il est vêtu d'une espèce de casaque en toile épaisse, sans manches, nouée à la taille par plusieurs tours de cordelettes d'épaisseurs diverses. Tout comme pour la casaque qui laisse nus 2 bras maigres cerclés de gris-gris, des mollets secs et noueux émergent d'un bermuda taillé dans la même toile rapiécée et épaisse. L'homme est grand, ce qui accentue son impressionnante maigreur. Les pommettes osseuses et saillantes, associées à 2 yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, achèvent de donner au personnage l'air d'un zombie, fraîchement sorti de sa tombe. Complétant son accoutrement, 2 courroies de cuir tressé se croisent sur sa poitrine. Elles retiennent sur chacune de ses hanches une musette, vraisemblablement confectionnée dans la même toile que ses vêtements. Sur sa poitrine, en lieu et place des poches, 2 cartouchières artisanales de cuir clouté, chacune garnie de 4 cartouches de gros calibre. Pour compléter l'équipement, une carabine à double canon juxtaposée, bretelles passées à l'épaule. En contraste total avec l'aspect du propriétaire, l'arme paraît moderne, pratiquement neuve et manifestement mieux entretenue que ses vêtements. Tout en ouvrant ma portière, je fais signe à Nathalie de descendre du patrol. Je m'avance vers Soulengar. Il m'a très certainement reconnu, mais reste d'une impassibilité de marbre. « Bonjour Soulengar !» La voix est basse, presque voilée. « Bonjour Chefrine !» Je prends Nathalie par la main et l'invite à s'avancer. « Soulengar, je te présente Nathalie Loughlin. Nathalie, je te présente Soulengar, grand chasseur de la confrérie d'Ozo. » Toujours aussi impassible, l'homme se tourne vers Nathalie, avec une imperceptible inclinaison de tête. Léger claquement de langue. « Chef Monnier m'a dit que tu es la femme qui écoute la terre. Un esprit léopard t'a parlé et tu veux le trouver pour faire cadeau pour lui. Je vais te guider. » Je fais signe à Soulengar de monter à l'arrière. Heureusement, le patrol est spacieux. L'homme se contorsionne tout de même pour plier sa grande carcasse. Il parvient enfin à s'installer et pose son arme à ses pieds. L'âcre odeur de fumée qui émane de lui emplit aussitôt l'espace restreint de la cabine. Il donne l'impression d'avoir passé la nuit dans un fumoir à jambon, mais c'est peut-être à ça que ressemble sa case. Nous redémarrons en direction du bois d'acacia, l'endroit où nous avons rencontré le léopard il y a 3 jours. Lorsque nous y arrivons, un quart d'heure plus tard, le soleil s'est levé et sans difficulté, je retrouve l'endroit exact où nous étions garés. Pendant le trajet, j'ai fait à Soulengar le récit détaillé de notre rencontre avec le fauve. En signe d'acquiescement, j'ai en réplique une 12aine de claquements de langue. Pendant que Soulengar explore la zone, j'explique à Nathalie qui est notre pisteur et comment cela va se passer. Soulengar appartient à la confrérie des Dozo. En Inde, on parlerait d'une caste. Ce sont des guerriers et des chasseurs qui ont aussi été initiés à l'utilisation des plantes médicinales.
Les villageois font donc traditionnellement appel à eux pour les soigner, autant que pour les protéger. Sulengar cherche la piste, et lorsqu'il l'aura trouvée, il va prendre une centaine de mètres d'avance. De toute façon, il restera toujours à vue, et nous attendra si nous prenons du retard par rapport à lui. Ne sois pas surprise, un pisteur ne marche pas, il trottine. La première fois, il me guidait sur la trace d'un couple de guépards. J'ai essayé de le suivre, et j'ai vite compris. Donc on marchera à notre rythme, et c'est lui qui s'arrêtera pour nous attendre. Tout en parlant, j'ai passé mon sac à dos qui contient des thermos d'eau fraîche et des biscuits vitaminés. J'ai aussi récupéré la 68S de Michel. J'enclenche le chargeur, manœuvre la culasse pour faire monter une cartouche dans la chambre et mets l'arme à la sûreté. Ce matin, Nathalie a coiffé ses cheveux en chignon, comme lorsqu'elle part travailler à l'ambassade à Paris. Sauf que là, elle est loin d'avoir le même look. Les fines lunettes à monture dorée ont laissé place à de larges Ray-Ban. Et sur son chignon, elle a coiffé sa casquette avec son couvre-nuque. Chemise à manches longues de coton blanc et pantalon beige à large poche complètent sa tenue. J'ai réussi à la persuader de troquer ses Santiago davantage conçus pour l'équitation que pour la marche, contre une simple paire de patogas bien plus souple et léger. Sur son dos, tout comme moi, un petit sac avec des thermos d'eau fraîche et quelques biscuits de survie. Sulengar nous fait signe qu'il a repéré quelque chose. C'est le signal du départ. Notre homme démarre en trottinant, les yeux rivés au sol. Nous sortons du bosquet d'acacia pour nous engager sur une grande étendue plate et dénudée, dont la monotonie n'est interrompue que par quelques buissons ou quelques arbres isolés. Ça et là, un affleurement rocheux de couleur sombre fait penser au dos d'un gigantesque animal immobile. Pas un souffle de vent, juste la chaleur qui monte. Je fais signe à Nathalie de passer devant moi et calme ma marche sur la sienne, sans pour autant perdre de vue notre pisteur, qui, de temps à autre, s'arrête et s'accroupit pour examiner un indice. Il a aussi plu dans cette zone, car bien que le sol sablonneux soit maintenant parfaitement sec, on observe ici et là de petites pousses vertes qui, dans moins d'un mois, formeront une véritable mer d'herbes hautes. Aux endroits totalement dégagés, où l'on peut voir à plus de 200 mètres alentour, succèdent des taillis d'arbustes épineux, auquel je suis particulièrement attentif. Tout comme le petit bois d'acacia que nous avons quitté depuis 10 minutes, ce sont les endroits qu'affectionnent les buffles pour se reposer. C'est peut-être un herbivore, mais c'est l'animal le plus dangereux de la savane africaine. Il est particulièrement irascible et malgré sa masse de près d'1 tonne, sa charge fulgurante ne laisse aucune chance à un homme désarmé. Je suis cependant plus rassuré par la vue et le flair de Sulengar pour nous éviter une mauvaise rencontre que par la 68S que je porte à la bretelle. J'en ai parlé à Nathalie ce matin avant de partir, mais il semble qu'elle se sente totalement en confiance entre le chasseur d'oiseaux et moi. Elle avance d'un bon pas, et si elle se retourne de temps à autre, c'est moins pour se rassurer que pour me sourire et me faire un petit signe de la main. Nous marchons maintenant depuis plus d'1 heure, et en même temps que le soleil grimpe vers son zénith, la chaleur monte encore. Nathalie doit sans doute être dans le même état que moi, la peau parfaitement sèche, mais l'impression désagréable qu'elle se racornit lentement, et que nos gestes se ralentissent. La chaleur est si intense que la transpiration s'évapore instantanément. Il va falloir boire. Sulengar décide d'une pause, et nous choisit un bosquet où nous pourrons nous reposer quelques minutes. Je sais qu'avant de décider de cette halte, il a minutieusement observé les environs, et que l'endroit est sûr. Nous nous asseyons à quelques pas de lui. J'extrais un thermos de mon sac à dos et le passe à Nathalie avec 2 biscuits de survie. Même si l'on ne trouve pas ton léopard, ça t'aura permis de mieux faire connaissance avec la savane tchadienne. Et même si c'est éprouvant par cette chaleur, rien ne vaut la marche pour ça. Bois copieusement, il ne faut surtout pas se déshydrater. Ça arrive très vite, et lorsque l'on ressent les premiers symptômes, il est déjà trop tard. Le sourire de Nathalie me dit sa joie d'être là. Oh, je te fais confiance pour me rappeler à l'ordre. Tu sais, c'est merveilleux. Si un jour je raconte tout ça à Peggy, elle me pensera totalement folle d'avoir risqué ma vie dans un milieu infesté de fauves, de serpents et d'araignées. Pour la plupart des Américains, l'Afrique, c'est la planète Mars, et même si nous avons d'immenses parcs naturels comme les Everglades, ils font figure de parcs d'attractions comparés à cette immensité sauvage. Elle rajoute avec un petit rire. Je crois que Peggy a dû faire sa plus grande expédition dans Central Park,
Non, je plaisante. Je crois qu'elle connaît pas mal de coins de nature aux alentours de Reno. C'est une passionnée d'équitation. Elle jette un coup d'œil du côté de Sulengar. Autre chose, comme toute américaine, je m'y connais un peu en armes à feu. Mais je n'ai encore jamais vu un fusil comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je me penche vers elle et, comme en confidence, c'est une carabine Rigby double express, 470 nitro. Je crois qu'une seule balle peut couler un porte-avions, mais je suis certain que c'est un des rares calibres capables de stopper net la charge d'un buffle, mais aussi de fracasser l'épaule d'un apprenti tireur qui aurait mal calé son arme. Nathalie m'écoute, les yeux écarquillés. Mais alors, ce sont les cartouches que j'ai vues dans les cartouchières sur sa poitrine. C'est énorme. Une arme pareille doit valoir une fortune. Comment a-t-il pu se l'offrir? C'est le cadeau d'un riche client à qui il a sauvé la vie en le plaquant au sol au moment où le buffle chargeait. Michel a simultanément stoppé l'animal avec la 68S qu'il m'a prêtée. Je tapote la crosse de l'arme, me lève et lui tends la main. Depuis 2 ans qu'il l'a, je crois que Sulengar a dû abattre une bonne vingtaine de buffles. De la viande pour son village. Sulengar se lève à son tour, referme l'une de ses musettes et récupère sa Rigby, appuyée à la fourche d'une branche basse. Sans attendre un geste ou un signe de notre part, il reprend la piste avec son étrange trottinement. Nous prenons sa trace et c'est seulement à ce moment-là que Nathalie remarque les chaussures du pisteur. Elle se retourne vers moi. Les chaussures de Sulengar, ce sont des tongs en cuir? Ici, on appelle ça des Niles. Sulengar serait bien incapable de porter autre chose. Il ne supporterait pas d'avoir les pieds enfermés. Le soleil est déjà haut et le thermomètre a encore grimpé. À vue de nez, on doit approcher les 45 degrés sous abri. La marche devient un peu plus pénible, d'autant que des dizaines d'insectes sortis de nulle part ont décidé d'élire domicile dans nos narines. Je rattrape Nathalie et lui tente un petit flacon, extrait d'une des poches latérales de mon sac. Tiens, c'est de l'essence de citronnelle. Passe-en autour de ta bouche, sur ton front et sur les tempes. Avec ça, ces sales bestioles te laisseront tranquille. À moins de 100 mètres de là, Sulengar s'est arrêté. Il nous attend. Notre opération citronnelle terminée, nous reprenons la marche, précédés de notre pisteur. Alentour, c'est toujours le même paysage. Terrain sablonneux, désespérément plat, parsemé de bosquets aux branches le plus souvent épineuses et aux feuilles épaisses et racornies. De temps à autre, une petite butte de terre et de sable, et quelques rochers épars. La marche se poursuit. La condition physique de Nathalie est impressionnante. Cela fait maintenant presque 2 heures que nous marchons, et la progression sur ce terrain, par cette chaleur, n'a rien d'une promenade champêtre. Pas une seule fois, Nathalie ne ralentit, et les haltes de Sulengar pour rester à vue ne sont plus aussi fréquentes. Au moment où je m'apprête à demander une pause, Sulengar s'arrête. Mais contrairement à l'habitude, il se baisse lentement, nous enjoignant d'en faire autant. Nous le rejoignons rapidement. Nous sommes sur une sorte de levée de terrain, au pied d'un bosquet qui, tout en nous dispensant une ombre bienvenue, nous camoufle complètement. De son doigt pointé, Sulengar nous désigne un amas rocheux, à quelques 200 mètres. Sur la gauche du plus gros bloc de roche, un acacia, sans doute centenaire, et couché sur la plus grosse branche, la silhouette d'un félin. Je me penche à l'oreille de Nathalie. Je ne sais pas si c'est ton léopard, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien un léopard. C'est le seul félin de la brousse capable de grimper aux arbres. Les yeux de Nathalie sont le reflet de son âme. S'y succèdent joie, crainte, et ce que j'interprète comme étant une prière muette pour ce qui va suivre. Sulengar prend une poignée de poussière et la laisse filer entre ses doigts. La poussière revient sur nous. Nous sommes sous le vent. Sulengar s'adresse à Nathalie. Le vent, c'est pour nous, mais si c'est ton esprit, il sait que tu es là. Puis il se tourne vers moi. Madame, elle est devant, nous derrière, toi à gauche, Sulengar à droite. On reste 5 mètres après Madame. Fusil, bretelle, bouche en bas. Tu dois montrer, pas chasser. Si c'est pas esprit Madame, il attaque. Nous, on croise devant Madame, juste 30 mètres. D'un petit signe de tête, Nathalie m'indique qu'elle a compris. Elle fouille dans son sac et en retire des jumelles. C'était avec le matériel qu'on a amené de Paris. J'ai pensé que ça pourrait servir. Elle enlève ses rébanes, les accroche à l'encolure de sa chemise et porte les jumelles à ses yeux. À peine le temps de faire la mise au point et elle lâche une exclamation étouffée. Oh mon Dieu,
C'est bien Chad. Tiens, regarde. Elle me passe les jumelles. Je n'ai même pas besoin d'ajuster la mise au point, la vision est saisissante, si près que j'ai l'impression que je pourrais le toucher rien qu'en tendant le bras. Allongé sur sa branche, Chad me regarde droit dans les yeux. Sur son poitrail, le triangle de poils blancs se détache nettement de son pelage ocellé. Sulengar a raison, il sait que nous sommes là. Je repasse les jumelles à Nathalie. Je crois qu'il va descendre. Et c'est bien ce que fait l'animal. Même sans jumelles, je suis certain de voir les muscles se tendre sous sa peau. Avec une souplesse et un équilibre stupéfiants, il se lève et s'étire sur la branche. Je crois que c'est la plus étonnante performance d'équilibriste qu'il m'ait été donné de voir. Alors que pour descendre d'un arbre, un chat se serait retourné, Chad descend la tête la première. Sa puissance est telle qu'aucun effort n'est perceptible, comme si le tronc était à l'horizontale, comme si la gravité n'existait plus. Nous le perdons de vue un moment, le temps qu'il passe quelques buissons, puis il réapparaît. Il vient vers nous. D'une démarche lente et souple, pas à pas, il avance. Je regarde Sulengar, guettant une indication sur ce que nous devons faire. Le dozo reste immobile. Il observe la marche de l'animal, qui s'approche sans hâte de notre refuge. Déconcertée, Nathalie me prend la main et m'interroge du regard. C'est elle qui devait s'avancer la première. Nous devions la suivre. La voix de Sulengar coupe court à sa question. Maintenant, il s'arrête. C'est nous l'autre moitié. Je me penche vers Nathalie, étrangement calme, alors que je suis pour le moins nerveux. Même très nerveux. Il veut dire que Chad va s'arrêter à mi-chemin et que ce sera à nous de faire l'autre moitié. On va garder le même dispositif en triangle et... Elle abaisse ses jumelles, tourne lentement la tête vers moi. Le soleil accroche un reflet d'or dans ses cheveux. Je peux y aller seule. Il ne me fera aucun mal. Elle ne plaisante pas. Elle n'a jamais été aussi sérieuse. Sulengar l'a entendu. Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. À son expression, je devine que Nathalie n'a pas très bien compris la remarque de Sulengar. Il veut dire que tout comme toi, il pense qu'il ne te fera aucun mal, mais que si par contre Chad ne voit pas les deux hommes dont il a détecté la présence, là comme il dit, c'est pas bon, car l'animal risque d'interpréter le fait que nous restions cachés comme un acte hostile. Alors là, il s'en ira et nous risquons de ne plus pouvoir le retrouver. Donc, dès qu'il s'arrête, on avance dans la formation prévue. L'arme à la bretelle, canon vers le bas, 5 mètres derrière toi. Tu n'avances pas plus près que 50 mètres. Sinon, en cas d'attaque, nous n'aurons pas le temps de réagir et de croiser nos tirs. Indécise, Nathalie bafouille. Mais je ne comprends pas. Sulengar vient de confirmer qu'il ne me fera pas de mal. Je prends ses mains. Elles sont étonnamment fraîches. Nat, s'il n'y a qu'une probabilité sur 1000 pour qu'il attaque, il faut que nous soyons prêts à réagir. Tu vas quand même t'approcher à moins de 50 mètres d'un des prédateurs les plus dangereux de la planète. Elle se penche, me fait un petit bisou. D'accord, je ferai comme on a dit. Elle dégage les bretelles de son sac, l'ouvre et en retire une petite boîte ronde, en verre, enveloppée dans une poche à vide, en plastique transparent. Nathalie me la passe, et je reconnais une boîte de pétri, dans laquelle elle a mis une longue mèche de ses cheveux, et surtout irisée de 1000 nuances d'or et de bleu, une magnifique perle. Je l'interroge du regard. C'est la plus grosse perle du collier qui me vient de ma grand-mère. Je le ferai remonter à Paris. La boîte de pétri vient du labo de Sylvie. C'est elle qui m'a aidée à couper ma mèche. Derrière, ça ne se voit pas. Je la regarde au fond des yeux. C'est magnifique, Une lueur brille dans son regard. Tu en voudrais une aussi? Tiens. Et de son sac, elle sort un petit paquet identique. Le sac à vide, la boîte ronde en verre, avec à l'intérieur une longue mèche blonde enroulée en spirale. Et en son centre, une superbe perle. J'en ai les larmes aux yeux. Merci Nat, je voudrais tellement t'embrasser là. Tout de suite, mais les Africains n'apprécient pas trop ce genre de choses, et Sulengar pas plus qu'un autre. Elle m'adresse un clin d'œil coquin. D'accord, je te dispense de ce baiser, mais comme j'ai très envie de tester le petit sachet de poudre magique que m'a promis Sylvie,
Tu vas me promettre d'organiser... Tu vois ce que je veux dire? Je te fais confiance pour décider quand et où. Sur la Lune peut-être, mais pas trop tard. J'ai trop envie. Ça y est, je viens de faire le lien avec les messes basses des 2 chippies à l'hôtel des chasses. Je lui réponds aussi calmement que possible. Ça sera peut-être mieux que sur la Lune. Elle écarquille les yeux. Tout à la fois surprise et excitée, sa bouche s'ouvre sur une question muette. Soulengar nous interpelle. Patron, il s'est arrêté. Faut y aller. Rapide coup d'œil en contrebas, le léopard s'est arrêté à mi-chemin. Il décrit quelques petits cercles et s'assied face à nous. Il attend. Nathalie se lève doucement et passe les bretelles de son sac. Sans se retourner, d'un pas calme, elle descend la pente qui mène vers l'animal. Soulengar et moi vérifions une dernière fois nos armes et les passons bretelles à l'épaule, canon dirigé vers le sol. Nathalie a pris les 5 mètres d'avance prévus. Après nous être écartés d'une vingtaine de mètres l'un de l'autre, nous nous engageons derrière elle. Moins que sur Nathalie, dont la démarche calme et décidée a de quoi surprendre, mon attention est fixée sur le léopard. Parfaitement immobile, il est assis tel un sphinx. Malgré le vent contraire, il doit certainement avoir identifié l'odeur de Nathalie, et la mienne. Celle de Soulengar lui est sans doute inconnue, mais il ne manifeste aucune animosité pour autant. Nous nous sommes parfaitement synchronisés, et à l'instant précis où Nathalie s'arrête, Soulengar et moi nous immobilisons. Lentement, Nathalie s'agenouille et se penche en avant, comme pour se prosterner. Je suis à un tel point tendu, prête à réagir au moindre mouvement du fauve, que je ne note même pas le caractère surréaliste de ce qui se passe devant moi. Une Américaine, scientifique de surcroît, se prosterne devant un esprit léopard et dépose son offrande sur le sol. Nathalie est peut-être une scientifique américaine, elle est avant tout une fille d'Erin, pétrie de la terre de ses ancêtres et de ses traditions. Mais pour l'instant, je ne suis pas sensible à la poésie et à la beauté de la scène. Dans cette position, Nathalie est particulièrement vulnérable. En cas de problème, elle perdrait un temps précieux à se relever et à retrouver une quelconque possibilité d'esquive. J'ai les muscles tendus comme des cordes à violon. Lentement, Nathalie se relève et reste immobile face au fauve, qui la regarde les yeux mi-clos. De ses lèvres monte une prière. C'est du gaélique. Klaken spirit nabush, lesh on tashken, shomar huihas as du cordes, agus do cosent. Le mufle pointé vers le ciel, Chad lui répond par un feulement très doux. Je n'ai jamais vu Soulengar comme ça. Pour la première fois, il a perdu son masque d'impassibilité, et ses lèvres bougent rapidement, comme si elles tremblaient ou qu'il priait. Il n'en garde pas moins le contrôle. Un claquement de langue, et Nathalie la première, nous ensuite, commençons à reculer lentement, pas à pas. Nous ne tournons pas le dos à l'animal, par sécurité, mais surtout par respect pour l'esprit. Chad attend que nous ayons rejoint notre petite butte pour s'avancer. Avec une infinie délicatesse, il prend l'offrande du bout des babines, se retourne et, à pas lents, regagne sa tanière. Soulengar se tourne vers moi et roule ses yeux. Madame a parlé à l'esprit. L'esprit a entendu et il a répondu à Madame. Vraiment, Madame a de très grands pouvoirs. Souriante, Nathalie fait un pas vers lui. C'est une très vieille langue, celle des dieux de la terre de mes ancêtres. Cette terre s'appelle Erin. C'est une très grande île, loin, vers le nord. Soulengar fixe Nathalie comme si les mots avaient du mal à se frayer un chemin jusqu'à son cerveau. Puis, il fait une chose très surprenante parce que je n'ai jamais vu un Africain faire cela avec une femme. Il s'avance et s'arrête à 1 mètre d'elle, ôte son drôle de chapeau, puis prend les mains de Nathalie, s'incline et les pose sur sa tête. Quand un Africain fait ce geste, c'est en signe de respect absolu pour une personne, et c'est aussi pour lui demander sa bénédiction et sa protection spirituelle. Je suis sidéré, car un homme ne demande jamais sa protection à une femme, et encore moins un chasseur d'oiseaux, dont la raison d'être est de protéger les autres. Pour que Soulengar ait ainsi marqué son respect envers Nathalie, c'est qu'à travers ce qui vient de se passer avec le léopard,
Il a ressenti, au plus profond de lui, que cette femme était un être supérieur, doté de pouvoirs qu'il considère comme surnaturels. Nathalie ne comprend pas tout de suite, puis finit par réaliser la signification de ce geste. Prenant les deux mains de Sulengar, elle lui enjoint en gaélique de se redresser. Fai susal Sulengar, tatu ina gashkyok, august farmaid. Point n'est besoin de traduction. Sulengar se redresse et leurs regards se croisent. Le regard noir de l'Afrique et le regard bleu magnétique de la fille d'Eirin. Ils parlent la même langue, celle des premiers hommes avant que leurs descendants ne rejettent l'essence même de leur origine. Un pacte vient d'être scellé. Désormais, où que soient ces deux êtres, ils resteront à jamais liés par la puissance de l'esprit. C'est à cet instant que je comprends ce que peuvent avoir en commun deux peuples en apparence si différents. L'homme de la savane africaine et la femme de l'île des nuages ont exactement le même rapport aux ancêtres, à leurs esprits et à leur mère, la terre. Que l'un soit un chasseur et l'autre une brillante scientifique ne change rien au fait qu'ils sont pétris de la même glaise et tous deux capables de comprendre ce que dit le vent, l'arbre et l'oiseau, le léopard et la roche, êtres et choses avec lesquels ils communient. Pour le coup, c'est moi qui me sens subitement étranger à ce continent sur lequel je suis né. Comme l'ont fait les parents de Nathalie, mon père aurait dû m'initier à la culture bretonne, mais à l'évidence, il ne l'était pas lui-même. C'est la voix de Nathalie qui me tire de l'espèce de stupeur dans laquelle j'étais plongé. John? John? Sulengar nous dit qu'il faut rentrer maintenant. Il va faire très chaud. Ok, ça y est, j'émerge. Oui, bien sûr, alors en route. Elle remet ses rébanes, mais pas assez vite pour que je ne croise son regard chargé d'amour et de tendresse. Dans la poche de poitrine de ma chemise, la mèche d'or et la perle de nacre sont un doux baiser sur mon cœur. Nous sommes rentrés un peu avant midi, le temps d'aller rapidement prendre une douche et de nous changer, et nous filons vers le bureau de Nathalie. Sylvie et François sont en pleine discussion, que Nathalie interrompt en proposant à tout le monde d'aller déjeuner. Sylvie confirme, Bertrand va beaucoup mieux. Elle pense récupérer son homme ce soir et le ramener à la maison. Je vais être à peu près exclu de la conversation pendant le déjeuner, ce qui est normal. Il faut que nos trois génies des maths et de la physique puissent faire le point de leurs travaux. Dès la première phrase, je suis totalement largué. Et Nathalie, qui s'en rend compte, s'en excuse, me prenant la main sous la table. Je vais donc déjeuner en essayant de suivre l'échange qui se tient devant moi, et surtout sans interrompre quiconque par des questions saugrenues. Le temps leur est précieux, je le respecte. Ce sera ensuite un épisode sieste, très court, mais récupérateur. Nathalie ne dort parfois que 10 minutes, mais chaque minute est une pleine recharge en énergie. Cette fois, elle s'octroie 20 minutes pendant lesquelles elle me berce de son ronronnement de chaton. Et aujourd'hui en prime, j'ai droit à d'étranges petits couinements. Avant de la déposer devant son bureau, je lui rappelle. N'oublie pas, je te récupère à 17h. On va prendre une douche et après, en route pour la surprise. Tu as presque 4 heures de travail devant toi. Profites-en. Elle essaie de me séduire d'un dernier regard langoureux. Une surprise? D'accord. Quel genre de surprise? Je plisse les yeux, puis lui susurre à l'oreille. J'ai prévu quelque chose d'un peu spécial. Waouh! Spécial? Mais spécial comment? Chut, allez, au travail, et à tout à l'heure. Un bisou volé avant qu'elle ne descende. J'attends qu'elle ait franchi la double porte de son bureau pour redémarrer le patrol. Je profite de ces quelques heures pour traîner dans les services. Les discussions à bâtons rompus avec les uns et les autres m'ont toujours apporté davantage d'informations pertinentes que des centaines d'heures passées à fouiner dans des dossiers. L'après-midi passe très vite, et lorsqu'au bout de la piste de l'usine, je tourne à gauche sur le tronçon qui mène au bureau de Nathalie, j'ai la surprise de la trouver qui m'attend déjà en bas des marches. Déjà prête? Je rajoute avec un petit sourire en coin. Fatiguée peut-être? Elle ne me laisse pas le temps de descendre pour lui ouvrir la portière et grimpe dans le patrol. Fatiguée? Moi non. J'espère que toi, tu ne l'es pas. Elle sort un petit sachet transparent de poudre orange de la poche de sa chemise.
J'ai dit à Sylvie que tu m'avais promis une surprise et que je ne voulais pas être en reste. Le temps de faire l'aller-retour jusque chez elle et elle est revenue avec un sachet et un conseil de Bertrand. Un conseil de Bertrand? Oui, il a dit qu'après avoir bu notre infusion, on avait moins d'1 heure pour trouver un coin tranquille. Les effets de la poudre se font sentir d'un seul coup. Après, il est trop tard. Je fais semblant de ne pas comprendre. Trop tard? Pourquoi? Parce qu'après, où que l'on soit, on se mettra à copuler comme des fous. Elle me dit ça avec un petit air innocent, sur le même ton que si elle me parlait du bulletin météo. Je réponds avec le même sérieux. On prendra donc notre citronnelle avant de quitter la maison. J'espère juste qu'on aura le temps d'arriver. Là, j'ai repris la main. Il m'a suffi de gratter la corde de la curiosité. Arrivé? On va quelque part? Toujours aussi sérieux, je réponds. Pour faire ce que j'ai prévu, il est préférable d'être dehors. Au risque de me faire quitter la route, elle m'administre une série de petits coups de poing sur l'épaule. Toi, je vais te... Tu vas me... quoi? Ses yeux ne sont plus que 2 minuscules fentes lorsqu'elle me susurre. Je vais te faire demander grâce. Pour éviter les tentations, nous avons pris notre douche chacun de notre côté. Et lorsque je la retrouve dans le séjour toute pimpante, elle a l'air d'une image d'Épinal, si ce n'était la lueur dans ses yeux. Juste une petite robe de coton blanc et une paire de tongs. Une petite fille partant pour la plage, sauf que ce n'est pas une petite fille et qu'elle ne va pas à la plage. Sans un mot, elle me suit dans la cuisine. La citronnelle est prête en 10 minutes. Le sachet orange qu'elle tient dans sa main semble surgir de nulle part. Je m'étonne. Cette robe n'a pas de poche. Ses yeux sont 2 lasers bleus. Tout comme je n'ai ni culotte ni soutien-gorge. Avant que je n'esquisse un geste, elle rajoute en me tirant un petit bout de langue. Mais tu ne seras autorisé à vérifier que lorsque nous serons arrivés là où tu veux m'amener. Et d'un geste décidé, elle verse tout le contenu du sachet dans la théière. La dernière gorgée avalée, nous sommes déjà dans la voiture, dont je lui tiens galamment la portière. Galamment, enfin, dans le geste qu'elle fait pour rentrer ses jambes l'une après l'autre, je cherche désespérément à vérifier si, comme elle l'a dit, elle n'a pas mis de culotte. Je n'aperçois qu'un bref éclair de peau dorée et, plus haut, un regard narquois. Je fais le tour du véhicule aussi vite que possible, et au moment où je m'apprête à tourner la clé de contact, elle regarde sa montre et laisse tomber... 35 minutes avant que je ne te saute dessus. Je ne peux m'empêcher de rire, et elle me lance un regard par en dessous. Peut-être riras-tu moins tout à l'heure? Sylvie a dit que c'était dévastateur. Elle a précisé que ça transformait une femme frigide en nymphomane. Là, c'est son sourire carnassier. Et il se trouve que je ne suis pas précisément frigide. Nous roulons quelques kilomètres. La dernière fois que nous avons emprunté ce chemin, il faisait nuit noire. S'en souvient-elle? Encore quelques 10 minutes et je me gare près de l'arbre mort qui, de jour comme de nuit, me sert de repère. Pas 1 centimètre carré d'ombre à cet endroit. Qu'importe, nous repartirons à la fraîche. J'invite Nathalie à descendre. Elle regarde alentour sans manifestement reconnaître l'endroit. Elle m'interroge du regard que je fais semblant de ne pas capter, alors que j'ouvre le coffre dans lequel je récupère un sac à dos contenant un jerrycan plastique de 5 litres d'eau et un paquet de chiffons stérilisés, pris au dispensaire. D'un coup d'épaule, j'assure le sac sur mon dos, referme le coffre et prenant Nathalie par la main, m'engage sur le sentier en spirale qui part de l'arbre mort. Inclinant légèrement la tête, Nathalie s'arrête et, les yeux mi-clos, me regarde fixement. Elle a compris. Mais ce sentier, la butte, on va au monolithe. Bingo, tu as deviné. Dépêchons-nous, le soleil va bientôt se coucher et je suis sûr que tu ne voudrais rater ça pour rien au monde. Le sourire démoniaque qui me répond ne me laisse aucun doute. Son usine à fantasmes tourne à plein régime. Impatiente, c'est elle qui m'entraîne.